Nous voilà pour le troisième talk de cette série qui s'appelait Comment se libérer de l'emprise du mental pour vivre sa vraie nature, dont la thématique centrale, c'est le lâcher-prise. Alors, avant de démarrer ça, je voulais juste nous permettre quelques secondes de centrage. Je vous invite à vous installer dans une posture où vous avez vos deux pieds bien en contact avec le sol. Vous pouvez déposer vos mains sur vos cuisses. Et vous prenez conscience tout simplement de votre posture assise dans laquelle vous êtes maintenant. Vous prenez conscience de cette position particulière du corps, de son immobilité. Et vous prenez conscience de la respiration qui va et qui vient. Vous ressentez le contact des pieds au sol, le contact des fessiers sur le support de l'assise. Et vous ressentez au bord des narines le passage de l'air à l'inspire et à l'expire. Voilà, juste quelques secondes, comme vous venez de le faire, de centrage, c'est-à-dire un moment où on va pouvoir ramener l'attention, l'énergie de l'esprit vers le corps. Et c'est suffisant pour être déjà au bon endroit de soi-même et aborder donc le thème du lâcher-prise. Ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que le lâcher-prise, c'est avant tout une attitude de l'esprit, un état mental que l'on développe par l'entraînement. C'est aussi le résultat de tout un processus à l'intérieur de notre esprit que l'on va mettre en route. Lorsque vous entendez cela, déjà, vous pouvez peut-être comprendre que ça va demander un engagement. Ça va demander que vous vous mettiez en mouvement pour que ce lâcher-prise se fasse. On a quelque chose à faire. Et donc, c'est bien le contraire que de ne rien faire. Le lâcher-prise ne demande pas de ne rien faire. Au contraire, on a quelque chose à faire qui produit cet état de lâcher-prise. Alors, si on regarde d'un peu plus près et qu'on essaie de définir l'état mental de lâcher-prise, qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Que fait notre esprit lorsqu'il lâche prise? Eh bien, l'esprit ne cherche pas à se saisir de ce qu'il va percevoir ou ressentir. Qu'est-ce que l'esprit fait dans la vie quotidienne? L'esprit est tout le temps en train de s'accrocher à quelque chose. Que ce soit une odeur, un goût, une saveur, des sons qui nous environnent, des images que l'on voit, le mouvement d'une personne, la parole d'une personne, que ce soit des sensations physiques que l'on peut ressentir, des sensations émotionnelles ou affectives. Notre esprit, en permanence, lorsqu'il est ignorant qu'il peut faire différemment, sa première réaction à notre esprit, c'est d'aller s'accrocher à ce qui nous rentre, ce qui pénètre par nos sens. Et donc, c'est déjà comprendre que là, on a quelque chose à transformer. Notre esprit ne va plus chercher à faire ça. Et il ne va plus chercher à s'accrocher à ses perceptions. Il va les voir, il va ressentir exactement comme maintenant. Mais l'esprit va avoir une préférence, ce nouvel état d'esprit va avoir une préférence à laisser passer ses perceptions et ses sensations. J'ai souligné ne cherche pas et j'ai souligné préfère. Ne cherche pas, c'est pour bien nous montrer que lorsque nous avons transformé notre état d'esprit pour qu'il devienne l'état mental du lâcher-prise, on n'a même rien à faire pour cela. Notre esprit a bien compris, on a fabriqué en fait un nouvel état mental, qui est un état mental qui n'a plus de volonté de s'accrocher à quoi que ce soit. Non pas
par désintérêt, mais simplement parce qu'il en a compris les bénéfices. Et le bénéfice, c'est que lorsqu'on développe l'état mental de lâcher prise, eh bien, on vit le soulagement à l'intérieur de nous. On vit la détente. Et cet état de lâcher prise va apporter la paix, la clarté, le calme dans l'esprit. Ça, c'est vraiment le bénéfice premier. C'est grâce à cela que l'on garde la clarté, la spaciosité et la tranquillité de l'esprit. Et lorsque l'esprit est dans cet état, le corps en bénéficie directement, puisque comme vous l'avez vu dans les précédents talks, le corps et l'esprit sont connectés. Donc, lorsqu'on travaille au calme, au répit, à la tranquillité de l'esprit, à sa clarté, eh bien, directement, le corps se met sur cette fréquence. Et donc, il est lui-même beaucoup plus apaisé, beaucoup plus détendu, et le corps est en meilleure santé. Donc, on peut comprendre là que développer l'état mental de lâcher prise, c'est une compétence, une nouvelle compétence mentale, une compétence de l'esprit, que l'on va acquérir parce qu'on va s'entraîner pour adopter cette attitude-là. Alors, lorsque j'ai souligné ne cherche pas et préfère, c'est aussi pour nous dire que on ne passe pas de l'état aujourd'hui où notre esprit est en permanence en train de chercher à s'agripper à un état où il ne cherche plus à s'agripper. L'intermédiaire entre les deux, ça va demander notre engagement, ça va demander notre entraînement pour parvenir à cet autre état. Et préfère parce qu'en fait, si aujourd'hui notre esprit choisit de s'agripper, il le fait en mode automatique. C'est-à-dire c'est une habitude que nous avons héritée à la fois de notre expérience, mais aussi de ce qu'on nous a transmis, de tout un tas de choses qu'on a vues aussi dans le talk précédent. Il faut bien comprendre que pour que l'esprit préfère cette nouvelle attitude mentale, dans le mot préférer, il y a la notion de quelque chose qui se fait de lui-même. Ce n'est pas un acte de volonté. Notre esprit va préférer cela. Il n'aura plus rien à faire pour y parvenir. Donc, c'est ces notions-là que je cherchais à toucher d'un peu plus près en soulignant ces deux termes-là dans cette slide. Alors, puisque, je l'espère, vous comprenez un peu plus précisément ce que c'est que cet état mental, rappelez-vous, déjà c'est un état mental et ensuite c'est le fruit d'un processus. Alors maintenant, on va aller regarder le processus dont il est question. Le processus interne, c'est-à-dire celui de l'esprit. Parce que, quoi que nous fassions, tout est esprit. C'est par l'esprit que nous le faisons. Absolument tout. La vie quotidienne, les choses de la vie quotidienne, les relations aux autres, ce que nous vivons, tout, absolument tout, passe par l'esprit. Voilà pourquoi, dans l'enseignement, eh bien, on nous invite à avoir une meilleure connaissance de l'esprit. Je referme la parenthèse. Donc, ce processus, la première étape, ça va être notre capacité à observer tout ce qui se présente à l'intérieur de nous, avec un état d'esprit qui est clair et calme. Et cet esprit clair et calme, on ne parvient à l'obtenir qu'avec la méditation quotidienne. Donc, c'est l'entraînement de la méditation qui nous permet petit à petit de développer cet état d'esprit-là et cette capacité à observer. Donc, le témoin silencieux que l'on développe en méditation. Dès lors que je sais observer tout ce qui me parvient, qui monte à ma conscience, l'étape numéro 2, c'est que je suis capable de reconnaître le phénomène qui est en train de monter à ma conscience. Et je peux non seulement le voir monter à ma conscience, mais je peux voir aussi mon esprit qui y est accroché, qui s'y accroche, qui s'en saisit. Et là, on aborde d'autres notions qui sont la notion d'avidité, c'est-à-dire que tout ce qui monte à ma conscience, et regardez ce que vous vivez dans une journée, vous voyez une belle image, un beau paysage, une conversation que vous appréciez, une situation dans laquelle vous vous sentez bien, regardez comme votre esprit a envie de s'en saisir et envie de garder ça longtemps.
Parallèlement à ça, il y a la situation exactement opposée. Remarquez quand une situation, une relation, quoi que vous viviez dans le quotidien, remarquez comment votre esprit perçoit cela, et lorsque votre esprit ne le perçoit pas bien, c'est-à-dire que votre esprit va avoir tendance à rejeter ou à avoir du ressentiment ou à avoir du rejet par rapport à cette situation ou à cette perception, remarquez comme il est accroché au fait de vouloir rejeter, s'en aller, se mettre en colère. Tout ça, ce sont des manifestations du rejet, du ressentiment et de l'aversion. Donc, cette deuxième étape, c'est je développe ma capacité à reconnaître ce phénomène qui monte à ma conscience, intérieure ou extérieure, et je reconnais que mon esprit y est attaché, soit parce qu'il le désire, veut le garder, soit parce qu'il est en réaction contre. Et enfin, la troisième étape, c'est ma capacité à me rappeler la vraie nature de l'esprit et à me replacer le plus vite possible à l'étape numéro 1, c'est-à-dire l'étape du témoin silencieux qui observe et qui regarde ce qui se passe. Dans cette étape numéro 3, me rappeler la vraie nature de l'esprit, ça veut dire que j'ai reçu la connaissance qui me permet de reconnaître la nature de l'esprit. Tant que je n'ai pas cette connaissance, c'est ce qu'on appelle dans les enseignements l'illusion ou l'ignorance. Je ne peux pas reconnaître quelque chose ou me rappeler de quelque chose que je ne connais pas. Et donc, cette troisième étape est très importante parce que s'il n'y a pas, j'ai mon témoin silencieux, je vois monter en moi un phénomène, qu'il soit émotionnel, une sensation physique, une sensation énergétique, quelque chose monte à ma conscience. Soit c'est agréable, je vois que mon esprit a envie de le garder, soit c'est désagréable, je vois que mon esprit a envie de le rejeter. L'étape numéro 2. Et ensuite, je dois me rappeler, je ne peux pas rester là, sinon je ne suis que dans la posture d'observateur. Et j'ai bien avancé, mais ce n'est pas suffisant pour transformer, pour qu'il y ait un vrai shift et qu'il y ait une vraie libération. Il faut que je passe à l'étape numéro 3. Et donc cette étape numéro 3 qui me fait accepter le phénomène tel qu'il est, le reconnaître, l'accepter, et ensuite me rappeler ce que disent les enseignements à partir de la vraie nature, sur la vraie nature de l'esprit, et ensuite pouvoir aller me replacer dans l'observation silencieuse. Alors ce n'est pas l'objet ici de parler de la vraie nature de l'esprit, parce que le sujet est très vaste, mais il y a 3 éléments essentiels que je peux vous livrer ce soir, mais qui demanderaient chacun qu'on y travaille pendant plusieurs jours au moins. Le premier élément de notre vraie nature, la vraie nature de notre esprit, c'est l'insatisfaction. Tous les êtres humains sur cette planète portent l'insatisfaction dans le tréfonds de leur esprit. Et à partir du moment où on se rappelle que nous sommes éternellement insatisfaits dans la profondeur de ce que nous sommes, lorsque nous observons et nous reconnaissons le phénomène, on a cette petite clochette qui sonne à l'intérieur de nous parce qu'on est entraîné et qu'on a la connaissance de ça et qui nous dit « Ah, je me rappelle que l'esprit, la nature de l'esprit, c'est l'insatisfaction. » Donc, ça m'aide à lâcher pour revenir dans le ici maintenant. Un deuxième fondement de la nature de l'esprit, c'est l'impermanence. C'est très important de reconnaître et de se rappeler que ce que je suis en train de vivre, qui est peut-être super génial ou absolument horrible, c'est impermanent. Ça ne va pas durer, ça va se transformer. C'est inéluctable. Et le troisième, puisqu'il n'y en a que 3, donc je peux les citer, c'est l'impersonnalité. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons n'est pas quelque chose qui appartient à moi. C'est impersonnel. Je ne suis pas ce phénomène. Je ne suis pas cette sensation. Il y a le phénomène, il y a la sensation. Mais je ne suis aucun des deux. C'est un mouvement du vivant qui apparaît, qui dure un moment et qui disparaît. Et ces 3 I, insatisfaction, impermanence et impersonnalité des phénomènes dans l'existence, fait que
si je parviens à m'en rappeler le plus souvent possible, parce que je les ai étudiés, parce que je sais ce que ça veut dire concrètement dans ma vie du quotidien, alors je ne vais avoir aucun mal à lâcher prise, à invoquer, ou du moins même cet état de lâcher prise va se faire de lui-même, parce que je me serai rappelé la vraie nature de l'esprit. Et donc, lorsqu'on a bien saisi le processus, ça c'est mental, avec notre tête. Ensuite, il nous faut le vivre. Il nous faut le vivre au quotidien, nous entraîner à le vivre au quotidien pour pouvoir assister à son pouvoir de transformation et de libération. C'est bien des compétences dont il s'agit, des capacités à observer, des capacités à reconnaître, la capacité à se rappeler et à se replacer. Donc, ce sont bien des compétences plus une connaissance à propos justement de la nature de notre esprit. Pour nous mettre tout de suite en action, je vous propose de faire la méditation du lâcher-prise, ou tout du moins de commencer à nous initier à cet état de l'esprit pendant notre méditation qui va durer entre 15 et 20 minutes. Nous installons le corps pour la méditation. C'est-à-dire, nous installons le corps dans l'immobilité. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir des points d'appui qui sont bien solides au niveau des pieds, des fessiers. Nous avons besoin d'immobiliser nos bras et nos mains et de les détendre. Nous avons besoin de redresser notre buste et de mettre la tête dans l'axe de la colonne, comme pour nous redresser vers le ciel. Nous pouvons fermer les yeux si cela est aidant pour nous, et sinon nous pouvons aussi garder les yeux mi-clos en fixant un point environ à 1 mètre devant nous au niveau du sol. Et nous commençons par prendre conscience de notre corps physique qui est là, dans cette posture assise. Et nous pouvons sonder notre capacité à être le témoin silencieux de cet instant. Est-ce que nous sommes bien là, dans notre assise, avec le corps ? Est-ce que nous sommes bien là, dans la présence à notre respiration ? Est-ce que nous sommes bien là, dans la présence aux perceptions de nos sens ? La première étape du processus consiste à développer notre capacité à observer tous les phénomènes qui nous parviennent par nos sens.
La deuxième étape du processus, c'est de reconnaître ces phénomènes. Et de regarder ce que notre esprit en fait. Est-ce que notre esprit a envie de s'y attacher encore un peu parce que c'est très agréable? Peut-être que le son que je perçois est très agréable. Peut-être que la sensation que j'ai dans mon corps est très agréable. Et mon esprit, je reconnais que mon esprit s'y accroche. Il a envie de rester là. Il en veut encore. Ou peut-être à l'inverse, je peux remarquer que mon esprit est en train de vouloir se débarrasser, qu'il s'accroche au fait de vouloir rejeter quelque chose. Une tension dans le corps, une idée qui tourne en boucle. La trace d'une émotion désagréable. À cette deuxième étape du processus, nous nous entraînons à développer notre capacité à reconnaître le phénomène qui montre à la conscience et à reconnaître ce que fait l'esprit avec ce phénomène, la manière dont il s'y accroche. Que se passe-t-il alors si je laisse mon esprit ne plus s'accrocher à rien? C'est comme si notre conscience devenait plus vaste, comme si nous étions en haut d'une montagne avec un très beau panorama bien large devant nous et que nous puissions voir tous les détails en contrebas dans la vallée, tous les phénomènes observables. En ne nous accrochant à aucun en particulier,
Notre vision est simplement large et vaste. Notre esprit ne bavarde plus, il n'y a plus de commentaires. Il y a juste la présence. Mais peut-être ne parvenons-nous pas à cet état de présence vaste, spacieuse, silencieuse. Parce que probablement, notre esprit s'est accroché à quelque chose. Et si c'est le cas, alors nous pouvons lâcher la prise. Et nous rappeler que cette chose à laquelle l'esprit est raccroché, cette chose est impermanente. Elle est impersonnelle. Et elle est insatisfaisante. Soit tout de suite, soit à terme. Notre esprit préfère alors, lorsqu'il est entraîné, lâcher la prise avec ce phénomène physique, émotionnel, mental, relationnel, situationnel. Il préfère se replacer dans la contemplation, la présence silencieuse.
Où se trouve votre esprit en cet instant? S'est-il accroché sur un phénomène? Ou bien s'est-il placé dans la vacuité, l'espace? La présence silencieuse. La méditation est terminée. Et donc nous pouvons venir maintenant nous installer dans un espace de partage, dans la session de questions-réponses. Et donc je vais reprendre les questions que vous m'avez transmises cette semaine. Je vais y répondre une à une avec toujours les éclairages, en m'appuyant sur les éclairages de la pleine conscience. La première question, c'était: lorsqu'une émotion très forte entraîne une dissociation à l'intérieur d'une personne, comment peut-elle revenir dans l'instant présent alors qu'elle est incapable de définir ce qui est associé à son mental ou à son imagination? C'est une très bonne question. Un des mots-clés, c'est cette séparation. Lorsqu'une émotion très forte entraîne une dissociation, à ce moment-là, où est-ce qu'on est? À quel endroit l'esprit choisit d'être? Quand on se sent séparé à l'intérieur, on ne se sent plus unifié dans cette unité, et qu'on sent cette dissociation à l'intérieur de nous, on doit se demander où est l'esprit? À quel endroit est-il allé s'accrocher? Lorsque dans la question on dit comment peut-elle revenir dans l'instant présent, ben précisément parce que dès lors que vous avez ce réflexe de vous demander où est l'esprit, vous le localisez, et à ce moment-là, vous avez la possibilité de le ramener comme on ramène un poisson qui s'est accroché à l'hameçon au bout de la ligne. On tire sur la ficelle, sur la ligne, et on arrive à avoir le poisson. Mais là, c'est la même chose. Localisez où se trouve l'esprit, à quoi il s'est accroché, et doucement, avec beaucoup de douceur toujours, beaucoup d'amour, ramenez l'attention vers l'instant présent, c'est-à-dire vers le corps, l'endroit où vous vous trouvez, assis, debout, peut-être allongé, je ne sais pas. Et donc, revenez dans la présence à soi. Enfin, dans cette question, le troisième élément, c'est, donc au-delà de comment elle peut revenir, vous savez comment, le poisson, l'hameçon et la ligne, alors qu'elle est incapable de définir ce qui est associé à son mental ou son imagination. Eh bien là, dans la question, on a la réponse, incapable. Ça veut dire que cette personne n'a pas encore la capacité, parce qu'elle n'a pas encore la compétence de définir, de localiser où est son esprit, de définir d'identifier à quoi son esprit est allé s'attacher, s'accrocher, et qui continue à faire souffrir. Donc, dans cette question, qui est une très belle question, on a absolument déjà tout un panel de réponses.
Ça vient nous renvoyer le fait que ça demande bien une capacité, ça demande bien des compétences particulières pour aller repérer tout ça et pouvoir donc rentrer dans un processus de régulation et de transformation. J'espère avoir répondu à cette première question. Deuxième question, comment définir précisément la source du déclenchement d'une émotion? Potentiellement, entre parenthèses, savoir à quelle blessure elle est associée. Alors là, quand on parle des blessures, je pense que c'est les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et donc, comment définir précisément la source du déclenchement de l'émotion pour réduire, voire supprimer le mécanisme de protection qui est associé. Entre parenthèses, le passage en mode automatique. Alors là encore, dans cette question, il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai souligné des mots-clés. Comment définir précisément? On voit que si vous avez posé cette question avec ce mot, c'est que vous ressentez, on ressent tous le besoin de reconnaître précisément de quoi il s'agit. Parce que lorsqu'on a reconnu de manière précise, ça y est, c'est déjà transformé. Donc, on a besoin de précision. Ça, c'est important à retenir. On a besoin d'identifier précisément la source du déclenchement de l'émotion. On en a parlé la semaine dernière, quand je vous ai parlé du point de contact. J'ai dit, et là, ça répond à une autre question qui m'a été posée sur la réaction du corps au mental. Les émotions, c'est une réaction du corps au mental. Eh bien, on est précisément là aussi. Donc, je pense qu'avec cette deuxième question, je vais aussi pouvoir répondre à l'autre. Il faut comprendre qu'une émotion se déclenche dans le corps parce que ça a d'abord été capté par le mental. Et comme on l'a vu là, dans le processus de régulation avec l'état mental de lâcher prise, vous voyez bien qu'il faut déjà qu'il y ait quelqu'un pour voir ce qu'il se passe, l'observateur, le témoin silencieux, c'est l'étape numéro 1. Il faut déjà que je sois là. Parce que si ma conscience n'est pas là et que je suis soit inconscient, c'est-à-dire occupé, mon esprit occupé à être ailleurs, soit je suis dans un état de confusion ou de mal-être, je ne peux pas être là pour voir. Donc, pour déjà, il faut être là. Et ensuite, il faut aller remarquer le point de contact. Le point de contact, ça peut être une parole, ça peut être un son, une odeur, en tout cas un stimuli qui va être le déclencheur de. Donc ça, c'est la réponse. Je peux précisément définir la source parce que je suis présente ou présent. Je suis là. Potentiellement savoir à quelle blessure elle est associée, par expérience, pour avoir fait ce travail intérieur, la révélation de la blessure se fait après coup. Elle arrive comme une évidence. On reconnaît la blessure parce qu'on a reconnu, parce qu'on était présent, la source de contact. Et lorsqu'on reste avec lorsqu'on a défini la source de contact, si on s'assoit un peu avec juste ça, eh bien, la révélation va finir par se faire au niveau de la blessure. Enfin, dernière partie de la question, pour réduire, voire supprimer le mécanisme de protection. Alors, réduire, certainement, supprimer, c'est pas souhaitable, parce que notre ego, je vous rappelle que c'est notre structure psychique, on a besoin de cette ossature, c'est notre architecture, c'est ce qui maintient debout notre structure psychique. Donc, c'est à souhaiter à personne un effondrement de la structure psychique. Donc, l'ego, pour exister, il a eu besoin de mettre en place, depuis qu'on est né, des systèmes de protection. Il fait appel au mental pour ça, et c'est une bénédiction, heureusement que c'est là. Donc, on ne peut pas détruire le mécanisme de protection. On pourrait atteindre notre vie, donc ce n'est pas souhaitable du tout. Par contre, on peut réduire les effets de ces mécanismes de protection, parce que s'ils sont entravants et qui nous empêchent d'être libres, là, on voit ce qui est intéressant de venir libérer. Le mode automatique, il faut savoir qu'on a énormément de choses. Toute notre physiologie, toute notre biochimie est en mode automatique. Et heureusement, parce qu'on serait incapable de gérer ces milliers d'informations qui transitent par notre cerveau pour nous maintenir en état de vie. Donc, le mode automatique fait partie de notre constitution. Par contre, le mode automatique de la pensée, c'est là où on a vraiment un pouvoir d'intervention, parce que là, on peut sortir du mode automatique qui nous maintient dans l'illusion et l'ignorance et qui nous fait souffrir, pour reprendre la main
et venir en mode action éclairée, j'ai envie de dire, où on vient, parce que la conscience est là et qu'elle éclaire tout, là, on peut commencer à ajuster notre esprit pour qu'il nous serve et qu'il nous permette de vivre de manière libre. Troisième question, à quoi est associée l'émotion de la colère? Est-ce que la fatigue chronique pourrait expliquer qu'une personne qui n'était pas colérique l'est subitement devenue? Là encore, des mots-clés dans la question. À quoi est associée l'émotion de la colère? Toutes les émotions ont une racine spatio-temporelle. Donc, l'émotion de la colère, c'est dans le moment présent, déjà. La colère se déclenche toujours dans le moment présent parce on a été en contact avec un stimuli qui a, dans le moment présent, déclenché la colère. On n'est jamais en colère à partir de quelque chose qui est dans le futur. On peut être en colère à partir de quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais la colère est rattachée à ce moment-là à cet événement du passé très, très particulier qu'on pourrait mettre sur une ligne du temps. Et on peut transporter sa colère depuis cet endroit de la ligne du temps. Donc, retenez ça en tout cas, l'émotion de la colère, la racine spatio-temporelle, c'est le moment présent. Là encore, si on est suffisamment présent, on peut voir la situation qui s'est produite, le mot, la parole, le comportement, l'attitude du visage, ce qui est écrit sur une étiquette, la musique qu'on entend, les paroles d'une chanson qu'on entend dans un magasin, on est en train de... Il y a tellement de situations où, par les portes sensorielles, le stimuli va arriver, l'information va arriver, et bim, ça va entrer en contact avec quelque chose qui va déclencher la colère. Donc, le moment présent. La deuxième chose qu'il faut savoir sur une émotion, c'est que les graines de chacune des émotions sont dans notre tréfonds, c'est-à-dire dans notre inconscient. On a les graines de toutes les émotions. Il suffit d'un contact à la surface de notre être pour que ça vienne arroser la graine qui est dormante à l'intérieur de nous. Pour répondre à la question, le subitement. Si c'est subite, c'est parce que c'est venu toucher dans la profondeur la graine de violence et que, boum, la graine de violence n'attend que ça, elle est tapie à l'intérieur, elle n'attend que ça pour exploser. Parce que l'énergie de la colère, rappelez-vous, on en a parlé un peu la semaine dernière, c'est toujours associé, une émotion est toujours rattachée à une énergie, à un système de pensée, à des sensations physiques. Donc là, l'énergie de la colère va exploser, c'est sa particularité, c'est une énergie volcanique, c'est traversant, et donc c'est pas quelque chose qu'on peut contenir, ou si on le contient, on peut avoir des problématiques physiques, de santé physique en particulier. Troisième petit élément que j'ai souligné, est-ce que la fatigue chronique pourrait expliquer qu'une personne qui n'était pas colérique l'est subitement devenue? S'il y a de la fatigue chronique, c'est intéressant de s'arrêter pour méditer sur la sensation de fatigue et essayer de trouver la loi de cause à effet. S'il y a de la fatigue chronique, c'est l'effet d'une cause. Donc là, les enseignements nous disent, allez chercher déjà la racine de votre fatigue chronique pour pouvoir la traiter. Et parce que avec la pleine conscience, on essaye de distinguer les choses, de mettre de l'ordre, hein. Sinon ça crée de la confusion et tout est mélangé à l'intérieur puisque tout est esprit. Donc on apprend à mettre de l'ordre dans l'esprit pour ne pas avoir ce sentiment d'obscurcissement et d'incompréhension. Donc, est-ce que la fatigue chronique peut expliquer qu'une personne qui n'était pas colérique le devienne? Tout le monde a pu observer, je pense, au SIDA, sans parler de fatigue chronique, juste la fatigue naturelle, parce qu'on a fait la fête la veille, parce qu'on n'a pas assez dormi, parce qu'on est fatigué nerveusement, parce que ça fait longtemps qu'on est dans une situation qui nous épuise nerveusement. Le stress, hein, ça fait partie de la fatigue nerveuse. Évidemment que ce qui est contenu à ce moment-là va peut-être subitement, parce qu'il n'y a plus les ressources suffisantes, à ce moment-là, on devient plus vulnérable. Et donc, il est possible que la colère puisse se manifester à ce moment-là. Ou la tristesse, hein, c'est pareil pour une autre émotion, par exemple. Dernière question.
comment parvenir à lâcher prise sur ces grandes peurs, ces plus grandes peurs et ces croyances? Je pense que vous avez les réponses en partie, c'est-à-dire que les mots-clés, c'est lâcher prise. Vous savez ce que c'est maintenant? C'est une attitude de l'esprit qui décide, parce qu'on s'entraîne au début, donc c'est choisi au début. Puis après, ça devient un état naturel d'être. Mais donc, au départ, il faut s'entraîner. On va parvenir à lâcher prise parce qu'on décide de ne pas laisser notre esprit s'accrocher à la peur ou à la croyance. Donc ça, c'est déjà un élément de réponse. Et puis, les enseignements nous invitent à aller regarder, c'est à nous asseoir en méditation pour aller rencontrer nos peurs et aller rencontrer nos croyances. Il n'y a que dans la méditation où c'est possible d'aller le faire. Parce qu'on crée toutes les conditions pour pouvoir le faire. Donc voilà ce que je peux vous donner comme élément de réponse, d'éclairage en tout cas, par rapport à ces questions. Alors, en auriez-vous d'autres? Puisqu'il nous reste quelques minutes pour aborder peut-être des nouvelles questions qui seraient nées entre-temps. Simplement une remarque. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Il y a des choses très soulageantes, je trouve, dans ce que tu dis, parce que, notamment au niveau de l'ego, on en entend tout le temps parler comme quelque chose dont il faut se débarrasser à tout prix. Alors c'est vrai que moi, du coup, je me posais même la question, mais alors si on enlève tout, enfin, qu'est-ce qui reste du moi, avec une sorte de peur de ne plus exister. Et là, finalement, et puis je me dis, on n'est quand même pas tous pareils, quoi. On a quand même tous une coloration personnelle qu'on peut même pas, enfin, et que n'est peut-être sans doute pas souhaitable d'enlever. D'abord parce qu'il y a aussi des côtés positifs. Quelqu'un qui a de l'humour, ben, c'est bien, enfin, qu'il soit gai, je ne sais pas. Et en fait, tout comme le fait de lâcher prise, c'est vrai qu'on a toujours, on entend ça maintenant à tout bout de champ, et on s'imagine qu'il faut, enfin, tout lâcher, mais lâcher quoi? Enfin, bon, je trouve que ces précisions que tu nous donnes, pour moi, c'est très bénéfique et ça a effectivement un effet de clarification salvateur. Parce que on galvaude toutes ces notions et on ne sait plus trop ce que ça veut dire en fait. Donc voilà. Et notamment au niveau de l'ego, enfin, je trouve que c'est bien de dire c'est notre colonne vertébrale et on peut pas. Il y a sans doute c'est plus le mental qu'il faut sans doute apprendre à se désidentifier avec notre mental, mais notre ego, c'est quand même quelque chose qui nous constitue et on peut pas l'enlever comme ça. Enfin, voilà, donc merci pour ces précisions. Merci Michel. Peut-être juste en éclairage vis-à-vis de ce que tu viens de dire, l'ego, rappelez-vous, on l'a vu au tout début, dans le premier talk, utilise le mental pour exister. Lorsque tu dis très bien, mais si on enlève tout, qu'est-ce qui reste? Ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on n'existe plus. C'est précisément ce que dit l'ego. Enfin, je veux dire, la condition de l'ego qui a peur de mourir. En fait, l'ego demeure. L'ego, c'est la colonne vertébrale. C'est comme un édifice. S'il n'y a pas les fondations, s'il n'y a pas cette architecture, il va s'effondrer. On parle de bon ego. C'est l'ego qui va être alimenté par un mental éclairé. Un mental qui, justement, va pratiquer le lâcher-prise. Quand on parle de mental, il faut faire toujours cette distinction. Il y a l'esprit. D'abord, on est esprit. Et dans l'esprit, il y a le mental. Rappelez-vous que l'esprit, c'est la porte du sixième sens, la porte sensorielle du sixième sens qui fabrique l'entrée des pensées. C'est dans notre cerveau que ça se passe. Dans l'esprit, il y a le bavardage intérieur, donc cette voix qui cause sans cesse. Et quand on regarde de plus près de quoi est faite cette voix, c'est là qu'on voit, et c'est en général la définition qu'on en a donnée, ce mental qui juge, qui estime, qui compare, qui nous aide dans la vie de tous les jours, mais qui est aussi
qui fait beaucoup de dégâts si on le laisse sans surveillance, parce qu'il va raconter des histoires qui ne sont pas la réalité. Donc ça, c'est la partie mentale, enfin du mental, du bavardage intérieur. Et dans l'esprit, il y a aussi la pensée intuitive, la pensée inspirante, la pensée spirituelle. Et donc, ça fait partie de l'esprit aussi. Dans l'esprit, il y a la conscience. Très important de bien distinguer tout ce qui fait partie de l'esprit et d'utiliser peut-être des mots qui vont nous aider déjà soi-même à faire le tri à l'intérieur. Et puis ensuite, justement, dans le lien aux autres, quand on échange, ça va améliorer la qualité des relations parce qu'on va pouvoir nommer les choses pour ce qu'elles sont et pas avoir cette espèce de fourre-tout qui fait qu'on ne distingue plus rien du tout. Donc, s'il n'y a pas d'autres d'autres questions ou d'autres partages, je vais passer à la vignette suivante. Je voulais vous partager quelque chose pour terminer. Alors, est-ce que ça marche? Voilà. Vous avez compris que finalement, et là, on parle d'une seule attitude de l'esprit, de cet état mental qu'on appelle le lâcher-prise, mais évidemment, il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, c'est celui-là dont on parle. Et on a vu au travers de la boucle vertueuse des 3 étapes du cycle, du processus, que ça nous conduit vers des compétences, des compétences de l'esprit et une connaissance à propos de l'esprit. Le Bouddha nous dit finalement, je l'ai testé pour vous, je peux vous assurer qu'on a à notre disposition 3 joyaux. Si vous développez ces 3 joyaux, vous allez libérer l'esprit. Que ces 3 piliers sont absolument indissociables les uns des autres et que ces 3 piliers sont la réponse, une réponse habile, vraiment de qualité, de grande valeur pour nous permettre de transformer notre esprit. Le premier joyau, c'est notre pratique de méditation quotidienne. Je sais que parmi vous, il y en a qui méditent tous les jours. Donc, ça veut dire bravo parce que vous avez ce pilier, ce joyau qui est complètement déjà en place. Et ceux parmi vous qui ne le font pas encore, mais s'il vous plaît, méditez tous les jours, ne serait-ce que 15 minutes, mais faites-le. Parce que là, vous allez faire briller ce joyau-là qui est indispensable parce que c'est lui qui nous permet d'approcher l'esprit. Il n'y en a pas d'autre. Moi, je n'en ai pas trouvé d'autres. Et une fois que j'ai eu découvert celui-là, ça m'a ouvert toutes les portes. Donc, je ne peux que témoigner de ça. Donc, la méditation personnelle quotidienne. Le deuxième joyau, c'est le groupe de pratiques régulières. Se retrouver entre méditants régulièrement pour méditer ensemble et puis pour poser des questions sur les difficultés qu'on rencontre dans la pratique, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Et à ce moment-là, grâce aux enseignements du Bouddha que je transmets, que je peux donner un éclairage, et les enseignements qu'on appelle le Dharma, c'est le 3e joyau. Le groupe de pratique régulière, le Bouddha l'a appelé la Sangha, la communauté de pratique. Et là encore, je peux vous assurer des progrès incroyables que font les personnes dans les groupes de pratique. Les 3 joyaux, je voulais vous les partager ce soir en clôture de notre cycle de talk. Et donc, mes propositions pour vous aider à entretenir ces 3 joyaux, eh bien, c'est que vous puissiez parvenir à méditer seul chez vous un peu tous les jours. Et pour ça, je suis en train de finaliser une formation en ligne qui va très probablement démarrer début septembre, parce que le but, c'est de viser l'autonomie. Ensuite, pouvoir méditer au sein d'un groupe, donc la communauté de pratique. Et puis, dans cette communauté de pratique, je le vois parce que j'en ai une tous les 15 jours, là, dans un groupe qui est dans le sud. La question des émotions revient aussi beaucoup. Et donc, j'ai bien vu la nécessité de proposer des temps spécifiques sur les émotions, parce que c'est quelque chose qui est très, très présent pour tout le monde et qui nous affecte beaucoup. La proposition que je vous fais, c'est de vous proposer des rencontres bimensuelles, donc 2 fois par mois. On va se rencontrer pendant 1h30 et pendant ces temps-là, eh bien, on va pouvoir à la fois faire vivre la communauté de pratique et aussi faire vivre un cercle, une rencontre autour de la question des émotions. Ces rencontres, elles vont se faire en ligne.
mais je vais essayer aussi de les faire en présentiel. J'ai mis dans le 29 parce que ça sera dans le Finistère en présentiel que ça va se passer. Et très probablement, ça sera les mardis et jeudis, mais je reviendrai vers vous comme tous les abonnés de ma communauté pour tester un peu les créneaux qui pourraient correspondre au plus grand nombre. Et puis enfin, pour cultiver les états d'esprit qui libèrent dans la vie quotidienne, indépendamment, comment dire, notre pratique personnelle et collective, c'est ce qui nous maintient dans l'entraînement. Mais ensuite, la méditation et la pleine conscience, c'est pas pour être vécu à l'abri dans une pièce à part où personne ne bouge ou dans un monastère. On n'est pas des moines, on est des laïcs, on vit la vie ordinaire. Et donc les retraites, ce sont précisément des temps qui vont nous permettre d'être avec les autres et d'aller parler ce langage commun qu'on aura acquis dans les méditations de groupe. Et donc, on va pouvoir se retrouver sur des retraites pour vivre la vie du quotidien, manger, faire des activités, dormir, faire de la musique, peu importe ce qu'on fait, des arts créatifs. Mais on a les temps de pratique, bien sûr méditation, on a les temps de partage qui sont là pour nous permettre de dire, ben moi aujourd'hui j'ai vécu ça, voilà comment ça s'est passé dans mon corps, dans mes émotions, dans mon esprit, qu'est-ce que je fais avec ça? Et moi je suis là pour traduire toujours pareil ces questions en éléments de réponse grâce aux enseignements. Et pour ça, ben, je vous propose des retraites. En général, je propose à l'automne et au printemps. Et là, c'est en présentiel. Ça sera dans le Finistère, c'est sûr. Et donc, ces retraites, ce sera un format 4 à 6 jours, vivre avec un esprit conscient, un esprit libéré, des émotions régulées. Je pense que beaucoup de gens y aspirent. Voilà ce que je voulais vous présenter en termes de propositions. Si vous avez des réactions, des commentaires, des dernières questions, je vous écoute. Et sinon, je vous souhaite une belle suite de soirées et je vous dis à très bientôt pour cultiver ensemble ces 3 joyaux d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci pour tout. C'était vraiment bien d'avoir pu bénéficier de toutes tes explications, les images que tu as pu donner aujourd'hui pour argumenter tes propos et tout. C'était les trois talks étaient très bien, donc merci pour tout. Ben, merci à vous tous, vous deux, vous trois, qui avez été là en direct parce que ben, c'est important, parce que vous pouvez justement réagir, vous pouvez aussi nous faire part de vos questions. Je sais que les personnes qui n'ont pas pu être en direct, elles utilisent les replays, donc j'espère que là aussi, elles auront des réponses à leurs questions. Et puis, il y aura d'autres séries de talks comme ça dans l'année à venir sur des thèmes un peu différents, donc à suivre aussi. Merci beaucoup. Et une question, au niveau de ce que tu as présenté à la fin, du coup, tu reviendras vers nous à travers une newsletter? C'est ça. Je vais préparer là au mois de juillet une newsletter où je vais vous donner de la visibilité sur ces 3 aspects que j'ai développés. Mais avant ça, avant cette newsletter-là, je vous enverrai pour fixer, peut-être faire un petit sondage des créneaux surtout, pour voir un petit peu ce qui peut convenir aux uns et aux autres. Ok. Donc, c'est moi qui reviens vers vous. D'accord, merci. Merci. Au revoir. Je vous souhaite un bel été. Merci pour toi aussi.